Une fois passé le dernier kibboutz, la route mène directement à la frontière de Gaza. À quelques dizaines de mètres du mur de séparation, ces mères de soldats israéliens préparent une action coup de poing, destinée à être diffusée sur les réseaux sociaux. Nous agissons depuis le début de la guerre pour empêcher que l'aide soi-disant humanitaire ne parvienne au Hamas. Leur fournir de l'eau et de l'essence, c'est la chose la moins humanitaire qui soit. Alors nous exigeons de vous, Monsieur le Premier ministre, fermez le robinet d'eau. Symboliquement, le groupe ferme cette canalisation qui approvisionne en eau les Palestiniens de la bande de Gaza. Un message sans ambiguïté, Israël doit mener une guerre sans pitié au Hamas. Nous voulons que quand nos soldats, nos enfants partent se battre à Gaza, ils affrontent un ennemi épuisé, assoiffé, affamé, pas comme on le voit maintenant. Tous les terroristes du Hamas paraissent bien nourris et peuvent encore continuer à se battre longtemps. À une centaine de kilomètres de là, devant le Parlement israélien à Jérusalem, d'autres mères de soldats. Mais celle-ci exige la fin de la guerre à Gaza. Nous avons enterré cette semaine le 900e soldat. On envoie les soldats faire la guerre, se faire tuer, se faire blesser, se mettre en danger. Et le résultat de tout cela, c'est que 43 otages qui auraient pu revenir vivants ont été tués. Les mères de soldats contre la guerre se dirigent vers la rue Balfour, où se trouve la résidence du Premier ministre Benyamin Netanyahou, la bête noire du mouvement anti-guerre en Israël. J'exige que Tsahal se retire de la bande de Gaza. C'est la seule chose à faire. Tsahal doit rentrer à la maison. La guerre à Gaza est terminée. Il faut ramener les otages en faisant un accord et commencer à se reconstruire. Sinon, cela ne terminera jamais. On va continuer à s'entretuer indéfiniment. Nous, les mères de soldats, on en a assez. Netanyahou ne peut plus diriger cette guerre. À l'image des mères de soldats, tout le pays s'est divisé sur la guerre à Gaza. Après 2 ans d'un conflit particulièrement destructeur et meurtrier, les Israéliens portent des regards très contrastés sur la souffrance des Palestiniens, la stratégie militaire, le plan de paix imposé par Donald Trump ou l'accusation de génocide. La guerre a ravivé les fractures israéliennes. Chaque semaine, Valentina Guzak se rend devant une commission de la Knesset pour plaider la poursuite des opérations militaires à Gaza. Devant elle, la photo de sa fille et son fiancé, tués par le Hamas le 7 octobre. Les parents endeuillés ne sont pas invités dans les grands médias. On a le sentiment d'être censurés. Il est très important de dire au monde entier qui est vraiment notre ennemi. Il ne veut pas la paix. Quand ils disent « de la rivière à la mer », cela veut dire qu'ils veulent tous nous tuer. Je n'oublierai jamais. Je ne pardonnerai jamais. Je ne me tairai pas. Il faut s'occuper de cet ennemi, expulser, occuper et coloniser. C'est cela qui nous apportera la sécurité. Voilà notre message. Dans les couloirs du Parlement, les photos des derniers otages détenus par le Hamas. Pour Valentina, Israël devait refuser un échange contre des centaines de prisonniers palestiniens, comme le prévoit le plan Trump. L'alternative à l'accord, c'est de le sortir par la force militaire. Les sortir de là avec l'aide du Shabak, les services de renseignement. Il est temps qu'ils commencent à travailler, et le plus vite possible. Nous ne voulons pas être en guerre en permanence, nous voulons la paix. Cette détermination à mener la guerre jusqu'au bout s'appuie sur la motivation des soldats israéliens. Tout près de la frontière de Gaza, ce restaurant gratuit accueille les combattants de retour du front. Ce restaurant a été monté 2 jours après le début de la guerre. C'était l'endroit le plus proche de la frontière où on pouvait accéder. On essaie de faire en sorte que les soldats se sentent bien. Ils sortent de là-bas, ils viennent ici prendre leur déjeuner et ils repartent remplir leur mission. Les soldats témoignent sans autorisation de l'armée et à visage caché
par crainte de harcèlement sur les réseaux sociaux. Les camarades qui se battent à l'intérieur ont un moral excellent. Ils veulent vaincre, ils veulent obtenir des résultats. Ils veulent rentrer à l'intérieur et ramener les otages. On pense tous sans arrêt aux otages, à les ramener. Et aussi bien sûr, à rester en vie et à retrouver nos familles. N'écoutez pas ce que vous entendez dans les médias. Le moral est excellent et même des gens comme moi, qui servent depuis 1 an et demi sans interruption, gardent encore de la motivation. Malgré plus de 900 soldats tués au front, les pertes les plus sévères depuis la guerre de Kippour en 1973, la plupart des Israéliens ont répondu à la mobilisation, convaincus de mener une guerre existentielle. D'abord, c'est une guerre juste. Et puis je vois que nous avons réussi à les dissuader. Par exemple, au début de la guerre, les habitants de Sderot ne devaient jamais s'éloigner des abris anti-roquettes. Maintenant, ils n'y pensent même plus. Il y a moins de tirs de roquettes. Ils nous mettent moins en danger. Malgré cet optimisme affiché, les statistiques révèlent un nombre important de soldats en stress post-traumatique et une augmentation des suicides. À l'extérieur du restaurant, cette physiothérapeute propose des massages aux soldats de retour du front. Parfois, ils ne viennent pas juste pour un massage, mais ils veulent s'asseoir pour parler. Ils me montrent des vidéos sur leur téléphone de choses horribles qui se passent à l'intérieur de Gaza. Ils ont juste besoin de me prendre à témoin et de me faire voir ce qu'ils vivent. Parce qu'il y a une énorme déconnexion entre ce qu'ils vivent là-bas et le monde dans lequel ils reviennent. Il n'y a pas de transition. Le premier groupe va courir, le deuxième groupe fait des pompes et le troisième des étirements. Malgré les traumatismes des soldats revenant du front, le taux d'engagement des appelés dans les unités combattantes a bondi depuis la guerre. Avant d'intégrer l'armée pour au moins 3 ans, les jeunes Israéliens plébiscitent ce type de préparation militaire, comme ici près de Tel Aviv. Dans le pays, il y a une quarantaine de préparations militaires religieuses comme celle-là et une cinquantaine laïques. Cela n'arrête pas d'augmenter. Cette semaine, ils ont ouvert des inscriptions sur le site internet des préparations militaires. D'un coup, le site a disjoncté. Tout était complet dans la journée. Ces entraînements visent à nous faire entrer dans les meilleures unités de l'armée. On suit un entraînement physique et mental très sérieux. On apprend à donner le meilleur de nous-mêmes. Au terme de plusieurs mois d'entraînement intensif, ces futurs soldats serviront dans les unités de première ligne à Gaza, en Cisjordanie ou aux frontières du pays. Nous voulons défendre notre État. On veut leur montrer qu'on est là, que nous ne sommes pas des pigeons. Nous donnerons tout pour protéger notre pays. Nous voulons que nos voisins et ceux qui nous sont hostiles comprennent qui est le patron ici et qui sont les véritables hommes forts. Nous sommes aussi ici pour comprendre pourquoi nous faisons tout cela. Pourquoi on le fait? Parce que nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas comme si j'avais le choix de rester à rien faire et de laisser tout détruire. Des milliers de générations avant nous ont essayé de vivre ici et d'avoir le privilège de vivre dans le pays où je vis. Qui je suis pour refuser de faire la guerre? La guerre comme seule solution pour toute une génération d'Israéliens qui s'est trouvé un héros, Edan Alexander. Ce soldat israélo-américain avait été enlevé le 7 octobre avant d'être libéré en mai dernier dans le cadre d'un accord entre les États-Unis et le Hamas. Depuis New York, il a annoncé son retour au front. Ce soir, nous nous sommes rassemblés pour soutenir l'armée israélienne et se souvenir des soldats tombés. Faisons aussi entendre nos voix pour ceux qui attendent encore dans les tunnels, attendent d'être libérés. Faisons la promesse que nous n'arrêterons pas avant leur retour. Et avant de conclure, je veux partager avec vous. Le mois prochain, si Dieu le veut, je retournerai en Israël. Je remettrai l'uniforme de Tsahal et je serai fier de reprendre le service parmi mes frères. Mon histoire ne se termine pas à celle de ma survie. Elle continue par le service militaire, jusqu'à la victoire. Au sein de l'armée, la contestation vient d'en haut, de la génération précédente. De prestigieuses figures du système sécuritaire ont diffusé ce clip pour exiger de Benyamin Netanyahou la fin du conflit à Gaza.
Eyal Nave incarne cette élite de Tsahal opposée à la guerre. Ancien de la Sayeret Matkal, le commando légendaire de l'armée israélienne, il dirige aujourd'hui les Frères d'Armes, le principal collectif des anti-guerres en Israël. On se trouve maintenant sur ce qu'on appelle la route de la mort. Tout a l'air tellement différent aujourd'hui. Cela me donne la chair de poule. Toute cette route était en sang, partout. Il y avait des voitures éparpillées sur la route. Et ici se trouvaient les terroristes de la Noukba. Ils massacraient tous ceux qui passaient. Il n'y a pas de guerre plus juste que celle-là au départ. Mais c'est devenu une guerre politique. Le peuple place les otages au-dessus de tout. Ramener nos frères et nos sœurs avant tout. Cela témoigne de notre ADN. Mais le gouvernement n'est pas prêt à cela. Certains ministres se vantent d'avoir fait échouer des accords, d'avoir nui à des négociations. Eyal Nave se rend dans un des kibboutz de la frontière de Gaza décimé lors des massacres du 7 octobre. Son organisation rénove gratuitement les logements incendiés par les terroristes du Hamas. 28% de la population du kibbutz, qui n'était pas très importante, a été soit tuée, soit capturée le 7 octobre. 28%. Maintenant, les gens doivent revenir, mais une grande partie ne reviendra pas. Il faudra une nouvelle communauté pour bâtir un nouveau kibbutz. Moi, je dirais le contraire, excuse-moi. La population de cet endroit va doubler, tripler. Le kibbutz va s'agrandir. On va retrouver ici la joie de vivre. Cet endroit redoublera d'enfants et de bébés. Une nouvelle génération va voir le jour, malgré tout ce qui s'est passé. Contrairement à Benyamin Netanyahou qui négocie le maintien d'une présence militaire israélienne à Gaza dans le cadre du plan Trump, Eyal Nave veut un retrait total, convaincu qu'un nouveau 7 octobre est impossible. Cela ne se produira plus. Israël sait affronter ce genre de menaces. Il y aura un périmètre de sécurité. On laissera probablement quelques positions militaires. Il y aura des systèmes technologiques. Il y aura beaucoup de soldats à la frontière. Nous sommes venus construire notre État ici. C'est notre maison. Nous resterons ici. Nous ne partirons pas. Ceux qui refusent la paix et se dressent contre nous, malheur à eux. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est la division à l'intérieur du peuple. Aucun ennemi ne me fait peur. J'ai peur de ce qui nous arrive, de notre gouvernement. Nous devons avant tout nous guérir. Pour protester contre la poursuite de la guerre, 400 réservistes de l'armée israélienne ont refusé les ordres de mobilisation. Pour eux, la libération des derniers otages justifiait un accord avec le Hamas bien plus tôt. L'éradication du Hamas, c'est un slogan, c'est un cliché. C'est comme quand ils disent « jusqu'à la victoire totale ». Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'au dernier type du Hamas? Jusqu'à la dernière Kalachnikov? Du point de vue militaire, nous avons vaincu le Hamas. Maintenant, c'est au tour du gouvernement de faire son travail. Nous, on a fait le nôtre. Eux, ils doivent trouver un moyen de signer un accord pour créer une nouvelle situation sécuritaire. Près de l'état-major de Tsahal à Tel Aviv, les réservistes montent des tentes de protestation. Au-delà d'un accord, ils réclament une vision claire pour l'après-guerre à Gaza. De la même manière que les Alliés ont conquis Berlin, nous avons conquis Gaza. Maintenant, nous devons savoir quelle est l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait de Berlin maintenant? Qu'est-ce qu'on fait de ces millions de personnes? Nous n'avons pas la capacité de mettre en place un gouvernement militaire. Nous n'avons ni la capacité, ni la volonté en ce qui me concerne, de coloniser la bande de Gaza. C'est pourquoi nous devons nous montrer réalistes et pas vivre dans un fantasme. Le fantasme dénoncé par les réservistes prend corps ici, à quelques kilomètres de la bande de Gaza dans le sud d'Israël. Dans ce village de caravanes posé sur de la terre battue, ces jeunes familles se préparent à partir vivre à Gaza. Demain, on aura de l'électricité? Si Dieu veut.
Ah super, parce que je dois faire ma lessive. Il y a ici des familles avec 10 enfants, 7 enfants. Avec l'aide de Dieu, dès que nous avons l'autorisation, nous mettons les caravanes sur un camion et nous entrons dans la bande de Gaza. Ici, personne ne veut voir l'armée israélienne quitter la bande de Gaza. Au contraire, ces familles prônent la conquête intégrale du territoire et son annexion. Une perspective exclue par Donald Trump. Nous, ce qu'on veut, c'est la victoire. Un accord, pas d'accord, je n'en sais rien, je ne suis pas un politicien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une terre sur laquelle nous devons revenir et nous y reviendrons. C'est très simple. Et la véritable victoire, ce sera quand ces enfants joueront dans le sable de Gaza. Ce sera notre victoire, à nous tous. L'organisation qui finance le projet de recolonisation a déjà soigneusement planifié la répartition des futures implantations israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza. Ce plan implique une émigration massive des Palestiniens de Gaza, une condition indispensable à la sécurité d'Israël, selon plusieurs ministres du gouvernement opposés à la reconstruction de Gaza prévue par le plan Trump. Donnez-leur des bateaux, donnez-leur des avions, ils partiront. Depuis le début de la guerre jusqu'à aujourd'hui, des milliers d'entre eux sont partis, en passant par l'Égypte. Ce n'est pas des centaines de milliers. Ceux qui avaient de l'argent et pouvaient payer des pots de vin pour passer la frontière ne sont pas restés. Il ne reste que les pauvres, que le Hamas contrôle et ne laisse pas sortir. Parce que c'est comme ça qu'ils se maintiennent au pouvoir. Mais dès qu'on donnera à la population la possibilité de partir, elle partira. Elle n'a plus rien à faire là-bas. Dans la grande fracture autour de la guerre, les orthodoxes occupent une place à part. Si leurs ministres et leurs députés soutiennent la guerre à Gaza, leurs rabbins leur interdisent de s'engager dans Tsahal. Régulièrement, ils manifestent contre une loi les obligeant à servir dans l'armée. Ce jour-là, dans la banlieue de Tel Aviv, un centre de recrutement de l'armée accueille les rares soldats orthodoxes acceptant de s'engager. Devant l'entrée, des étudiants de Yeshiva tentent de les dissuader de se rendre à la convocation. Il y a une semaine, un commandant a dit à son unité de profaner le Shabbat. Du point de vue des orthodoxes, il n'y a rien de plus grave que de profaner le Shabbat. C'est vrai qu'il y a une guerre, mais nous avons la conviction que c'est la Torah qui protège le peuple d'Israël. Et seulement la Torah. Donc nous n'avons aucune raison de nous engager. Finalement, le jeune homme décide d'entrer dans le centre de recrutement, sous escorte de la police. Pour les Israéliens non orthodoxes, de droite comme de gauche, le refus de servir dans l'armée en temps de guerre témoigne d'une indifférence au sort de la nation. J'ai des amis qui sont revenus de Gaza très touchés, physiquement et mentalement. Ce n'est pas logique que certains soient dispensés de cela. Ils échappent à leurs devoirs civiques, ce n'est pas normal. Mais la guerre à Gaza fait bouger les lignes au sein du monde orthodoxe. Malgré les anathèmes des rabbins, le nombre de conscrits a doublé l'an dernier. Sur le plan théorique, il est possible qu'ils aient raison, mais il faut se sacrifier pour l'État. Les laïcs qui se sacrifient pour l'État en allant mourir à Gaza ne le font pas pour le plaisir. De la même manière que la société laïque se sacrifie pour défendre nos valeurs fondamentales, pour qu'on ne se fasse pas encore massacrer comme à Auschwitz, la communauté orthodoxe doit aussi sacrifier certains de ses membres pour assurer notre défense commune. Ultime fracture de la société israélienne, la controverse sur la légitimité morale de la guerre à Gaza. Chaque samedi soir, ces militants de la gauche pacifiste brandissent des photos d'enfants morts à Gaza lors de bombardements israéliens. Tous les jours depuis le 7 octobre sont tués en moyenne 28 enfants. Tous les jours. Chacun d'entre eux n'est pas seulement un numéro, pas seulement une photo, c'est un monde entier. La manifestation se déroule toujours en silence. Les participants reçoivent comme consigne de ne scander aucun slogan, d'intérioriser leur colère et leur culpabilité. Je m'oppose à cette guerre de toute mon âme. C'est une guerre atroce, monstrueuse, cruelle, inutile bien sûr. C'est un crime de guerre effrayant.
Le gouvernement veut tout simplement exterminer le peuple palestinien, la vie palestinienne. Et des masses d'Israéliens collaborent avec lui. Comment ne pas s'opposer à cela? On ne peut pas rester à la maison. On est obligé d'hurler face à cela. Comme ailleurs dans le monde, les artistes forment l'avant-garde des détracteurs de l'armée israélienne et reprennent même pour certains l'accusation de génocide. Il est très important de faire entendre cette voix. Malheureusement, il y a très peu de gens qui font entendre cette voix. Cela ne devrait pas apparaître comme radical de s'opposer à un génocide, de s'opposer à la mort d'innocents. C'est un crime de guerre qui se fait en notre nom. C'est pour cela que nous sommes obligés de protester. Pour obtenir la sécurité et la paix, il faut mettre fin à l'occupation. À ce moment-là, on aura la sécurité dont nous avons vraiment besoin. Et les enfants Bibas et nos autres enfants, ils sont où? Nous ne sommes pas dans une compétition de la douleur. Cela nous fait mal ce qu'il se passe. Mais dans notre cœur, nous n'avons pas de place pour leur douleur. Notre âme est déjà déchirée. Nous ne pouvons plus supporter. Stop, juste stop. Je n'accepte pas ce genre de manifestation. Ce n'est pas le moment. Nous avons trop mal. Trop mal. Nous n'avons plus de place. Plus de place. Pour la plupart des Israéliens, le seul véritable génocide, ce sont les massacres du 7 octobre, commis par le Hamas. Dans le nouveau mémorial de Sderot, une ville frontalière de Gaza durement éprouvée par l'attaque terroriste, des films et des témoignages retracent minute par minute cette journée sanglante. Pour la mémoire collective israélienne, la guerre à Gaza relève de la légitime défense. Il ne fait aucun doute que le Hamas a des aspirations génocidaires. Ils ont traversé la frontière avec plus de 6000 terroristes le 7 octobre. Le fait que seulement 1400 Israéliens aient été tués, c'est presque un miracle. L'intention de ces 6000 terroristes était de tuer le plus de gens possible. C'est une organisation génocidaire et nous faisons de notre mieux pour débarrasser les gens ordinaires de la bande de Gaza de ce diable. Vous pouvez le vérifier avec des récits ou des statistiques. Aucune armée ne prend autant soin d'éviter les pertes civiles. Tsahal est l'armée la plus morale de la planète. Alors quand vous entendez les accusations de génocide, c'est juste de la paresse intellectuelle. Parce que si vous regardez les chiffres et que vous examinez les faits sur le terrain, vous comprenez immédiatement que ce n'est pas un génocide. En face du mémorial, cette colline de Sderot a été aménagée pour les visiteurs. Elle domine Gaza. À l'horizon, des ruines à perte de vue et le bruit des armes. La guerre y est devenue un spectacle, une forme de revanche. Pour nous, la bande de Gaza est sans doute l'endroit le plus maléfique du monde après ce qu'ils nous ont fait subir le 7 octobre. Mais 700 mètres derrière nous, vous pouvez voir une ville qui prospère et qui se développe. C'est cela notre résilience, notre force. Plus ils essaieront de nous faire du mal, plus nous nous renforcerons. Nous avons une chanson populaire qui dit « Nous n'avons pas d'autre terre, c'est notre terre ». Dans cette ville, nous avons accueilli 3000 habitants supplémentaires après le 7 octobre. On leur montre qu'on reste fort face au mal incarné qui se dresse à quelques mètres de nous. Depuis la colline de Sderot, Gaza, bien que ravagée par la guerre et résignée à baisser les armes, apparaît toujours aux Israéliens comme une entité ennemie, une menace à neutraliser. Comme si ici le débat autour de la guerre avait été tranché, comme si envers et contre tout, la vengeance d'Israël devait s'accomplir.